Alors, je ne suis pas exactement certain de ce qui est arrivé pendant la leçon, mais malheureusement, la leçon a été perdue. Alors, je vais faire un résumé de la leçon 1 de l'unité 4. Dans l'unité 4, nous allons couvrir en général l'Europe moderne, ce qui veut dire nous passons de l'Europe des années 1700, nous entrons dans le 19e siècle, qui connaîtra un nombre incroyable de gains économiques et ce qui verra beaucoup d'inventions que nous connaissons aujourd'hui. Donc, on entre un peu dans le monde moderne que nous connaissons de nos jours. Le premier aspect que nous allons voir, ce qui a causé un peu l'Europe moderne, c'est la révolution industrielle. Le but de la révolution industrielle, essentiellement, c'est que les machines ont remplacé les humains et les animaux. Okay? Donc, beaucoup d'efforts qui étaient faits par des humains et des animaux peuvent maintenant être faits par des machines. Ça a commencé autour des années de l'année 1750, ça ira jusqu'à l'an 1850. Alors là, pendant ce temps-là, les années 1750, ce qui se passait, c'était pas nécessairement dans tous les pays qu'on avait la révolution industrielle. Il ne faut pas oublier qu'il y a des pays comme la France qui étaient en guerre constante jusqu'à les années 1830 là, ou 1815. Alors, c'est plutôt pour certains pays, notamment l'Angleterre. Nous avons aussi connu une grande transition entre la révolution agricole et la révolution industrielle. Donc, le fait que l'Angleterre avait créé des enclosures, ça l'a forcé certains paysans de déménager en ville, ce qui a éventuellement mené à la révolution industrielle. Et dernièrement, les changements que nous allons connaître dans l'évolution industrielle sont les plus grands changements de toute l'histoire de l'Occident. Okay? Jusqu'à nos jours, nous ne connaissons pas des gains économiques comme nous l'avons connu lors de la révolution industrielle. À l'origine, nous avons la révolution commerciale qui a daté de 1500 à 1700. Ça, c'est la révolution qu'on parle de l'exploration, le fait qu'on faisait des échanges avec l'Atlantique. Donc ça, c'était une révolution comme telle, mais ça n'a pas apporté ce que la révolution industrielle a permis de nous amener, mais c'était le début de la révolution industrielle, le vouloir de faire des échanges. Nous avons aussi le capitalisme. Okay, la création, on commence à dire le mercantilisme, c'est pas bien, on va avoir le capitalisme, l'offre et la demande, etc. La proto-industrie, ça c'est comme j'ai parlé tantôt, les gens qui habitaient dans des régions rurales vont être forcés de déménager dans des régions urbaines. Donc là, on commence à apporter tous les gens dans la même région. On commence à avoir accès à des employés qu'on ne pouvait pas avoir accès auparavant, ce qui va ouvrir des portes pour des usines, etc. Les inventions, je vais vous montrer, la navette volante, le métier affilé, la filature à mine, vous allez remarquer que ça a tout un thème en commun, que c'est les textiles, okay? Donc, ou la création de matériaux. Euh, Ça, c'est une des choses qui était extrêmement populaire, mais nous allons en parler tantôt. Mais ce qui est important de remarquer, c'est regarder la grandeur de cette machine-ci. Au début, on faisait tous les matériaux et tout ce qu'on faisait, on le faisait dans la campagne, chez nous, les paysans ou les bourgeois qui appartenaient à un terrain qui était employé par des paysans. Dans cette situation ici, on commence à créer des machines qui sont tellement immenses qu'ils ne peuvent pas se situer dans une maison en campagne. Okay? On doit créer une immense salle pour pouvoir contenir cette machine-là, qu'elle puisse produire, qu'elle puisse faire ce qu'elle est censée faire. Le premier pays à vivre la révolution industrielle sera l'Angleterre, ce sera de 1780 à 1830. Remarquez l'année 1780, ça vous fait rappel que c'est pas longtemps avant le début de la Révolution française. Okay? Donc pendant que la France est en révolution, est en pleine crise, est en train de faire de la guerre, l'Angleterre est en train de concentrer sur son économie et comment est-ce qu'on peut faire le plus d'argent possible. Et une autre chose qui est importante à remarquer, c'est que l'Angleterre n'est pas, techniquement, il fait partie de l'Europe, mais il n'est pas sur le même continent. On regarde un peu ce que l'Angleterre est. Il est séparé par l'océan. Donc, il y a l'océan qui sépare l'Angleterre et le reste de l'Europe. L'Europe va être une force économique parce qu'elle va avoir des ressources naturelles comme le fer, le charbon. Puis on va commencer à réaliser que le charbon, ça va être une des façons de faire chauffer l'eau pour les machines à vapeur. Puis ça chauffe beaucoup mieux que le bois. Nous allons aussi être. Il y a plusieurs rivières qui existent dans l'Angleterre. Donc dans l'Angleterre, on va réaliser que, hey, regarde, il y a de l'eau presque partout. Fait que si on crée quelques canaux, nous allons pouvoir rejoindre toutes les régions de l'Angleterre, puis nous allons pouvoir transporter des biens comme du tissu par des bateaux. On va aussi avoir plein d'échanges avec l'Atlantique comme le Canada et les États-Unis. Et il n'y aura pas de taxe interne. Le 13% que vous payez lorsque vous allez acheter quelque chose n'existait pas à l'époque. Et il faut aussi se rappeler que la révolution agricole avait lieu il n'y a pas longtemps. On avait des enclosures qui ont arrivé, donc qui empêchaient les paysans d'appartenir des terrains, ce qui leur forçait de déménager en ville. Et
puisque le gouvernement contrôlait ça, il contrôlait aussi le prix du manger. Donc, le manger était moins cher. Si j'ai plus d'argent dans mes poches, les chances sont bonnes, je vais les dépenser ailleurs. Fait que de cette façon-là, moi, j'achète plus de choses, le gouvernement vend plus de choses, tout le monde fait plus d'argent. La Banque de l'Angleterre, ils vont avoir la première apparition de l'argent du capital. Ça, l'argent du capital, c'est de l'argent qui le gouvernement a de surplus. Okay? Donc, mettons, les gens investit. Tout d'un coup, la banque se retrouve avec de l'argent. Ils peuvent le prêter à des gens. En prêtant de l'argent, premièrement, il y a de l'intérêt en fou là-dessus. Fait qu'ils vont faire de l'argent avec ça. Et puis, deuxièmement, ça permet à eux autres de donner de l'argent à des entrepreneurs qui veulent bâtir une compagnie, ou etc. Okay? Une des autres raisons pour laquelle l'Angleterre a beaucoup d'argent, ils n'étaient pas impliqués dans les guerres autant que les autres. Bien qu'ils étaient à l'encontre de Napoléon, ça ne se passait pas sur le même territoire. Donc, leur terrain n'a pas été influencé pantoute. Il y avait aussi l'apparition des compagnies d'assurance. Là, vous connaissez comment ça fonctionne de l'assurance. Okay? Ils vont commencer à donner aux gens la capacité d'acheter quelque chose qui les rend un petit peu moins responsables. De cette façon-là, ils disent, si quelque chose arrive, l'assurance va payer pour. Évidemment, on sait que tu vas finir par payer le double de ce que tu as assuré. L'Empire colonial, encore une fois, il appartenait des colonies un peu partout, comme dans les États-Unis, plus dans les États-Unis après 1775, mais on avait le Canada. Et on avait aussi certaines parties de l'Inde qui avaient beaucoup de coton. Donc, on pouvait aller chercher le coton pour ensuite faire du linge, etc. Le gouvernement, on en a parlé dans la dernière unité, que c'était une monarchie constitutionnelle. Ça fait longtemps qu'ils ont réglé le problème. Il y a une monarque, mais il y a aussi un gouvernement qui règle tout ça, donc ils n'ont pas de gros problèmes de guillotine comme en France. Puis ils ont aussi le laisser-faire et encouragent l'initiative, donc c'est du capitalisme qu'ils ont là. Une autre chose qui est importante à remarquer, c'est qu'ils ont maintenant le droit d'appartenir plus qu'une part dans une compagnie. Alors maintenant, on encourage que si, mettons, tu veux t'acheter une usine, mais tu n'es pas capable de le faire tout seul, tu peux aller chercher un partner qui pourrait appartenir l'autre. Mettons, tu veux appartenir 50%, tu peux prendre quelqu'un qui absorberait les 50% des dépenses et du profit. C'était illégal, ils l'ont rendu ça légal. Et on a une responsabilité limitée pour les employeurs. C'est comme une assurance que si ton employé se fait blesser ou peu importe, lui, tu n'es pas complètement responsable. Les textiles, OK? Ça, c'est des textiles, c'est si vous avez vu le film Wanted, on a une usine de textiles dans ce film-là. Les textiles, c'est un type de matériau ou du coton, c'est une des plus populaires. C'est d'ailleurs toujours en demande comme industrie à l'époque. OK? Le monde veut du linge. Puis l'exemple que j'ai donné en salle de classe, c'est des bobettes en coton. OK? On prend ça pour acquis, là, nous autres, que des bobettes, c'est fait en coton. À l'époque, les bobettes étaient faites en laine. OK? De la laine, là, si tu portes ça, en général, ça pique. Je ne peux pas imaginer que ce soit plaisant d'avoir des bobettes en laine. Donc, avoir des bobettes en coton, les gens sont comme waouh, quel confort! Excellent. Aussi, on a réalisé avec la machine à vapeur, qui est une machine qui fonctionne à base de vapeur, que c'est 10 fois plus efficace que si on le ferait à main. Alors, on a réalisé qu'une machine peut faire 10 fois le montant d'ouvrage qu'un homme. On a besoin, par contre, des hommes pour faire certain que la machine fonctionne bien. Par 1850, l'Angleterre produira plus que la moitié du coton sur la planète. Donc, voici un exemple d'une machine à vapeur. OK, essentiellement, c'est que le charbon va chauffer l'eau et l'eau va ensuite s'évaporer pour créer de la vapeur, ce qui va créer de l'énergie, ce qui va faire tourner. OK? On utilisait du charbon au lieu du bois, premièrement parce que l'Angleterre n'avait plus beaucoup de bois qui restait, puis deuxièmement parce que le charbon brûlait pour plus longtemps. Okay? C'était un matériel qui pouvait brûler plus efficacement. Sauf, on va réaliser éventuellement qu'il y a un énorme montant de pollution qui se fait créer par le charbon. James Watt. OK, James Watt, c'est le gars qu'on nomme les Watt d'après, mais ça n'a pas rapport, c'est pas lui qui a décidé qu'on va appeler ça des Watt. James Watt, il est reconnu comme le gars qui a inventé la première machine à vapeur efficace. Parce qu'avant lui, il y avait Thomas Savery et Thomas Newcomen qui ont créé une machine à vapeur et n'était pas tellement bonne. OK, était vraiment. Le problème qu'ils ont trouvé, c'est quand ils creusent dans une mine de charbon, c'est que l'eau, si tu creuses assez creux, il y a de l'eau en dessous du charbon. Alors là, il y avait des inondations d'eau, puis ils n'étaient pas capables de rejoindre leur charbon. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un cheval avec une pompe. Ils faisaient le cheval marcher pour faire pomper l'eau, mais ce n'était pas vraiment bon, leur système. Le système de Watt était un peu plus ingénieur. Il utilisait un peu l'énergie pour pomper l'eau en même temps qu'ils sont en train de le convertir. Je ne connais pas tous les détails de son invention. On pourrait sûrement faire une recherche sur Internet pour découvrir exactement de quelle façon elle fonctionnait. En 1850, l'Angleterre produira également plus que la moitié du fer de la planète. Il y a aussi une révolution de transport. Okay, on a parlé tantôt des nouveaux canaux,
Mais aussi, ça, ce que ça nous permet de faire, c'est qu'avec les bateaux, on peut transporter des éléments beaucoup plus lourds. OK? Puis on a aussi la création de rues. On appelait ça les rues macadam. OK? Donc, vous remarquez que les rues de tous les jours sont faites de cette forme-là. Là, la rue, mettons, ça, c'est si je suis en train de faire face à l'autoroute, là, comme je suis en train de conduire en ce moment. L'exemple, je donne en classe ici, ça, c'est ma fenêtre de conduite, ça, c'est mes wipers. La rue est là, c'est pas aussi évident que ça a l'air comme ça. Là, elle est faite en petite colline. OK? Sur les deux, les fossés, là, c'est bords, c'est fait en petite colline. Pour ça, il y a deux raisons pour lesquelles on fait ça. D'abord, c'est parce que l'eau peut aller sur les bords. OK, quand il mouille, ça ne va pas rester dans le milieu pour faire une petite inondation dans le milieu. Et aussi, si jamais tu pars contrôle, là en Angleterre, c'est le contraire, là, mais au Canada, notre motivation, c'est que si tu pars contrôle, en majorité, tu vas aller à droite. Donc, si tu vas à droite, tu t'en vas dans le fossé au lieu de traverser de l'autre côté. Les rues seront également composées de gravelle et de roches brisées au lieu de du sable. On commence à transporter des choses assez pesantes. On commence à réaliser que ça magane nos chemins. Donc, on pense que ça va aider. On sait que s'il mouille sur du gravier et tu te promènes avec quelque chose de pesant, ça fait quand même des trous. Robert Fulton sera le créateur du premier bateau à vapeur. Il va appeler ça le Claremont. Donc là, on vient de réaliser qu'il y a un bateau qu'on peut transporter des choses. OK? Là, pensons un peu aux explorateurs qui dépendaient du vent pour se déplacer au travers de l'océan. Maintenant, je peux le faire avec la vapeur. Je peux partir de l'Amérique, m'en aller en Angleterre sur un bateau à vapeur. OK? Je peux contrôler d'où ce que je vais aller. Et suite à ça, nous aurons la création des wagons sur des rails qui seront à base de charbon ou de machines à vapeur, ou de moteurs à vapeur, si vous permettez. C'est qu'on commence à charger des wagons sur des rails au travers de l'Angleterre. On commence à réaliser que c'est beaucoup moins cher. Hein. Premièrement, parce que parfois, on va moins loin. Et également, s'il y a, mettons, une situation où est-ce que ton bateau coule, qu'est-ce qui arrive à tous tes éléments qui sont à l'intérieur? Là? Ça coule avec. Si je le charlie sur des wagons, puis il débarque de les rails, le matériel est encore là, là. Je peux juste aller le chercher, puis m'en débarrasser. M'en débarrasser. Le vendre réciproquement. Aussi, on a réalisé qu'on pouvait transporter des gens. Okay? C'est une façon de transporter des gens. Ah, je peux peut-être vendre une part. Et finalement, ça allait beaucoup plus vite qu'un bateau. On disait que ça pouvait aller jusqu'à 16 000 à l'heure. On l'appelait le Rocket pour cette raison-là. C'est pas vite, 16 000 à l'heure. OK? C'est à peu près la vitesse que tu peux faire si tu vas avec ton vélo pas mal vite. Ça, c'est à quel point que c'est pas vite. OK. L'Angleterre, un petit résumé, en 1850. Donc, par 1850, il produisait 66% du charbon au monde, 50% du fer au monde et 50% du linge en coton au monde. Donc, ça veut dire que l'Angleterre appartenait, c'est trois des plus gros marchés du monde appartenaient à l'Angleterre. Il a également parvenu à faire, son économie de ce qui était en 1801 à 1850 a augmenté de 350%. Il a également augmenté de 100% en 1790 et 1800. Okay? C'est un gain incroyable que nous voyons aucunement à chaque jour. Et dans ce temps-là, la population a augmenté de 9 millions à 21 millions. Là, ça, c'est un boom. C'est même pas 100 ans. Et ça, c'est logique, encore une fois. J'achète des produits où j'ai beaucoup plus d'argent. Okay? Le manger est moins cher. Je peux me permettre beaucoup plus de manger. Donc, je peux ensuite avoir plus d'enfants, avoir une plus grande famille, etc. Le revenu par maison augmentera de 100%. Okay? Ça veut dire que ça va doubler les salaires qui étaient en 1801 vont être en 1851. Et nous allons réaliser que plus que l'économie avance, plus nous avons du travail. Donc, plus l'argent que le gouvernement a, plus qu'ils peuvent offrir des emplois, plus que nous pouvons travailler.